أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون وبعد. Chers frères en islam, chers téléspectateurs de la télévision Bonferré, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi de vous retrouver pour ce numéro de votre émission préférée Jeunesse Active, une émission de l'Association des étudiants musulmans du Niger avec la collaboration du groupe de presse, radio et télévision Bonferré. C'est avec le même plaisir et la même dynamique que nous allons vous servir. Aujourd'hui, il sera question d'un sujet très important qui concerne une fois de plus la jeunesse nigérienne dans son ensemble. Avec nos invités, nous parlerons aujourd'hui de la jeunesse nigérienne face aux maux et défis actuels. Jeunesse nigérienne face aux maux et défis actuels, notamment de la société. Alors, comme invité, je reçois sur ce plateau à ma droite Salah Keïla. Il est le secrétaire général adjoint actuel de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey. SG, salam alaikum wa rahmatullah. Merci d'avoir accepté notre invitation. À ma droite, j'ai le frère Boubacar Sessa, si j'ai bonne mémoire. Le frère, merci également d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le secrétaire administratif du REMAO, effectivement, en Afrique de l'Ouest. Et merci une fois de plus, je pense que vous êtes un habitué de ce plateau. Avec vous, nous allons parcourir ce sujet d'une importance très capitale pour nos téléspectateurs, en majorité jeunes qui nous suivent actuellement, que nous remercions au passage d'être fidèles à cette émission. Alors, tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Comme contextualisation, je commence par SG. Alors, quand on vous demande de porter un regard large sur la situation actuelle de la jeunesse nigérienne, qu'est-ce qu'on peut retenir ici? Je vous remercie d'abord pour l'honneur qui a été exprimé à l'égard de ma modeste personne pour pouvoir être invité à cette émission qui joue une importance capitale parce que je suis l'un des téléspectateurs, si vous voulez, qui suit en direct, en tout cas régulièrement, cette émission parce qu'elle m'impressionne beaucoup. C'est un véritable cadre de sensibilisation, de prise de conscience, mais aussi de formation parce que ça permet aux uns aux autres d'avoir certaines notions et donc de pouvoir utiliser ces notions-là pour pouvoir s'améliorer davantage. Donc vraiment, j'encourage et je considère que c'est une émission qu'il faut davantage enrichir et qu'il faut continuer à pouvoir la consolider pour que tous ceux qui veulent l'écouter et qui veulent la suivre puissent avoir en tout cas toujours les mêmes plaisirs de pouvoir la suivre. Okay. Donc, pour revenir par rapport à la question que vous venez de poser, notamment par rapport au contexte actuel de la jeunesse de façon générale, il faut relever que la jeunesse, d'abord, moi j'ai l'habitude de le dire et je vais le répéter, je ne considère pas la jeunesse seulement comme étant cette frange de la population qui peut être localisée à travers un espace de l'âge. Mais moi, je considère que la jeunesse, c'est avant tout un état d'esprit. La jeunesse, c'est avant tout l'énergie nécessaire. Et parce qu'aujourd'hui, vous pouvez avoir des jeunes qui ne sont pas des jeunes, mais qui peuvent avoir des attitudes qui relèvent naturellement des jeunes. Donc, c'est un état d'esprit. C'est aussi l'énergie. Pour parler comme un penseur, c'est de l'énergie. Parce qu'aujourd'hui, dès qu'on a l'idée de quelqu'un qui est fort, quelqu'un qui a une certaine aptitude physique, on se réfère directement à un jeune qui peut avoir des idées tendant à pouvoir changer un environnement. On pense qu'il n'y a pas quelqu'un qui est le mieux indiqué pour le faire si ce n'est pas un jeune. Donc je considère que la jeunesse ne peut que se résumer à ces deux facteurs fondamentaux. Maintenant, en ce qui concerne sa localisation, sa contextualisation, il faut relever que la jeunesse aujourd'hui, c'est une jeunesse déboussolée. C'est une jeunesse déboussolée par quoi? Par effectivement une certaine dépravation à outrance des mœurs de notre société. Aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui a une éducation malheureusement boiteuse. Nous avons une jeunesse qui s'intéresse beaucoup plus aux loisirs
au loisir qu'à d'autres activités qui sont beaucoup plus fructueuses pour le développement de notre nation, pour le développement de notre continent, pour le développement de l'humanité tout entière. Donc, nous avons une jeunesse qui est malheureusement désorientée. Une jeunesse qui est quand même tellement attachée à des questions très futiles au lieu de s'intéresser à des questions, des réflexions de grande envergure pour le développement de notre nation. Donc voilà ce qu'il faut relever par rapport à la jeunesse. Donc il se trouve qu'il y a quelque part des failles qui sont constatables un peu partout. Et c'est ce qui suffit effectivement le comportement de la jeunesse au Niger et un peu partout à travers le monde. Il y a eu d'abord une mauvaise exploitation de la globalisation et de la mondialisation, ce qui fait qu'aujourd'hui, les jeunes considèrent que tout ce qui vient de l'Europe, c'est ce qui est le meilleur. Alors que la globalisation, ce n'est que la conjugaison de toutes les cultures pour les faire enrichir davantage. Ce n'est pas cette exploitation ou bien cette consommation aveugle de ce que l'autre nous donne en termes de produits et services. Ce n'est pas ça la globalisation. La globalisation, c'est de faire du monde un village planétaire avant tout. Et un village planétaire, ça veut dire que chacun a sa culture. On ne peut que faire en sorte à ce que les différentes cultures puissent s'enrichir davantage pour donner un contenu beaucoup plus important en s'adaptant véritablement à un environnement, en s'adaptant à des idéologies qui sont propres à chaque société. Mais malheureusement, aujourd'hui, nous avons déformé notre société et par conséquent, s'il y a d'autres qui sont les plus exposés à cette déformation-là, il n'y a que quand même ces jeunes-là, surtout qui savent que bon, en réalité, nos aînés sont là, ils ne nous ont pas donné la bonne voie qu'il faut suivre. Parce que, avant tout, quand vous voyez une certaine désorientation dans une société, les premiers qui doivent être la cible principale, ils ne peuvent qu'être nos aînés. Nos aînés, et ensuite il y a les différents cadres d'enseignement, les différentes quand même écoles qui peuvent être fréquentées par les jeunes. Donc je considère que la jeunesse elle est dans une situation, malheureusement une situation dangereuse, qu'il faut créer les conditions de pouvoir résoudre davantage. Ok. Boubacar, je reviens à vous. Nous avons tous écouté le SG face à son état des lieux, son regard panoramique sur la situation actuelle de la jeunesse. Alors vous également, on va vous suivre. Et que pensez-vous de la situation actuelle de la jeunesse nigérienne de façon particulière? Ok, merci mon frère. Et avant de répondre à cette question, permettez-moi, avant tout propos introductif, de remercier Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné la santé et d'être ici pour pouvoir animer en tout cas ce débat, un échange combien de fois productif. Et pour revenir à la question, la contextualisation aujourd'hui, la situation actuelle dans laquelle la jeunesse nigérienne se trouve, pour moi elle fait face à beaucoup de défis. D'abord, il faut classifier la jeunesse scolarisée et la jeunesse non scolarisée, c'est très important de le dire. Et la jeunesse scolarisée, quand vous prenez, et elle fait face aux défis de formation, parce que aujourd'hui, on a vu le nombre d'infrastructures, et toujours mon ami est là et camarade SG, toujours il sort sur beaucoup de points pour, et en tout cas, demander toujours des bonnes conditions d'études. C'est clair, il y a beaucoup de défis, mais quand on prend aussi de l'autre côté la jeunesse non scolarisée, elle carrément, elle est laissée à elle-même. Quand on prend la jeunesse non scolarisée, c'est elle qui fait face aujourd'hui à ce flux migratoire, à la migration. Donc, permettez-moi aussi de rappeler cet acte, en tout cas, combien de fois ignoble qui s'est passé en Libye, l'esclavagisme qui fait en tout cas surface. Vous voyez un peu, c'est la jeunesse nigérienne et c'est la jeunesse non scolarisée qui, effectivement, parce qu'il n'y a pas les aspirations de cette jeunesse ne sont pas du tout atteintes, qu'elle se dit, donc il faut quitter. Vous voyez un peu, pour moi, les défis, c'est d'abord la formation pour la jeunesse scolarisée, la formation. La jeunesse non scolarisée, on l'a vu, elle n'a aucun appui. Comment l'insérer? Pour le moment, c'est un gros point d'interrogation. En tout cas, c'est par rapport au contexte général, c'est ce que je peux dire. Et aussi, quand on voit cette jeunesse, comme l'a dit le camarade SGA, cette jeunesse n'a pas de référence. Elle n'a pas de référentiel. C'est ça le problème. Le véritable problème qu'on a, c'est parce qu'on n'a pas de référentiel. Les valeurs fondamentaux sur lesquels une jeunesse doit se baser, effectivement, pour
pouvoir s'améliorer, pour pouvoir se développer, pour être le fer de lance dont on aime chanter toutes les fois, c'est là. Quand on n'a pas de référence, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça le problème. On n'a pas de référentiel, des bonnes valeurs, les valeurs d'honnêteté dont il faut développer, les valeurs de travail, surtout de travail. Quand on est jeune, il ne faut pas s'adonner aux choses faciles, à l'argent facile, aux gains faciles, et comme il l'a dit, à des futilités. Donc tout ceci, quand on n'est pas formé, c'est normal qu'on puisse tomber effectivement dans cet égarement. Moi, je pense que c'est à peu près les défis, en tout cas, qui sont en train de miner cette jeunesse nigérienne. Et donc là, on vient de comprendre que c'est vrai, on va revenir par rapport aux défis. Alors, cela fait l'unanimité. On est tous d'accord qu'il y a problème par rapport à la situation actuelle de la jeunesse. Alors, face à tout cet état de lieu que vous venez de faire, quand on vous demande comment pouvons-nous expliquer les raisons de cet état un peu de la jeunesse nigérienne déboussolée, qui n'a pas de référentiel, comment pouvez-vous expliquer ça? Pour moi, c'est clair, parce que quand il n'y a pas le suivi, il n'y a pas la formation, il y a une rupture. C'est pour cela, il a dit, les anciens n'ont pas pu, on ne peut pas les condamner sur toute la vie, mais il y a là où ils n'ont pas pu effectivement donner à cette jeunesse le relais. Parce que c'est un relais qu'il faut donner et que la jeunesse doit prendre. Aujourd'hui, quand vous regardez de manière générale, moi je peux dire qu'au Niger, on est en crise de cadre. Moi récemment, vous venez de le dire, je suis le secrétaire principal du réseau des étudiants en médecine de l'Afrique de l'Ouest. On a été à Bamako. J'ai compris qu'effectivement, ce pays regorge de beaucoup de jeunes, d'accord, mais que le fait que cette jeunesse n'est pas bien suivie, n'a pas une formation qui est bien adaptée, elle se retrouve à l'écart, à la traîne de la marche de l'histoire. Et là, c'est la formation. Et là, qui doit former la formation? Les jeunes, c'est les anciens. Et est-ce que cette formation est en train de se faire? Pour moi, non. Parce qu'à chaque fois, vous voyez un peu les débrayages qu'il y a. Parce que pour prendre le pouls et la température au niveau de la jeunesse, pour dire que ça va, pour moi, c'est l'école. C'est l'école. Le système éducatif est boiteux aujourd'hui. Ça ne va pas. Donc pour moi, et ça c'est pour la jeunesse scolarisée. Et pour l'autre jeunesse qui est non scolarisée, mais elle, après la saison pluvieuse, les récoltes, elle quitte le pays. C'est la migration, vous voyez un peu. Donc ça ne va pas. Ok. Les défis sont énormes, les raisons sont multiples. Est-ce que je reviens à vous? L'état actuel de la jeunesse nigérienne, on est tous d'accord, on est unanime qu'il y a problème. Les raisons selon vous? Moi je pense que d'abord avant de dire les raisons, il faut dire que tout ce qui relève de comportements et attitudes, observer ça et là. Au niveau de la jeunesse de façon générale, il faut dire que c'est les conséquences d'un certain nombre de facteurs qui ont été conjugués. Okay. Notamment, il faut relever ici les problèmes de formation. Et la formation, il faut prendre ça à plusieurs niveaux. Ce n'est pas seulement cette formation qui est prodiguée au niveau de l'école, ce n'est pas aussi cette formation qui est prodiguée au niveau de la famille seulement, c'est aussi l'éducation de la société. Il faut comprendre qu'aujourd'hui la société n'est plus la société d'antan. Cette société qui inculque des valeurs. Avant, quand tu vois un enfant qui n'est pas ton enfant dans la rue en train de poser certains actes, tu es obligé, tu te sens dans l'obligation morale de pouvoir l'interpeller et de pouvoir le canaliser. Mais aujourd'hui, c'est en ce moment-là même que tu crées les conditions de pouvoir t'abstenir pour les laisser poser les actes qu'elle va poser parce que ce n'est pas ton enfant. Et même si c'est ton enfant, il y a des opportunités qu'on donne aux enfants. Aujourd'hui, il suffirait tout simplement de faire un tour dans certains coins de la capitale. Vous savez réellement que dans tous les cas, à une certaine heure, ces enfants-là qui sont sortis, ils doivent revenir à la maison. Et certainement, le papa, peut-être il va ouvrir la porte pour ces enfants-là quand ils vont rentrer. Ça veut dire qu'il est conscient de leur comportement. Donc moi, je trouve qu'il y a d'abord ce problème éducationnel. Notamment le problème de la formation et d'encadrement. Oui. La société s'est désengagée progressivement de la prise en charge de l'éducation des enfants. La famille, elle aussi, elle ne prend plus en charge l'éducation basale, parce que l'éducation qu'on donne à l'école, qu'on donne au niveau de la société, et même dans la rue, ce n'est que, en tout cas, le complément de ce que la famille est censée donner. Oui. La famille, c'est là-bas où il devait y avoir la vraie tribune de la transmission des valeurs.
notamment les valeurs de l'honnêteté, notamment les valeurs d'intégrité, notamment les valeurs de respect de l'autre, etc., etc. Mais aujourd'hui, même au niveau de la famille, vous allez voir que il y a tellement de querelles, il y a tellement... Au sein même de la famille, vous ne voyez pas l'exemple qu'on vous donne. Oui. Et vous voyez, je vais vous donner quelque chose qui m'a tellement tiqué lorsque je faisais une petite réflexion. J'étais seul, je faisais une réflexion. Et j'ai vu que j'avais l'impression que notre société, elle est dans une situation extrêmement dangereuse. Aujourd'hui, il suffirait tout simplement de placer quelqu'un quelque part. On met en tête, mais quel que soit le degré de confiance que vous avez envers cette personne-là, vous allez directement mettre dans votre tête que celui-là, il a bouffé l'argent de là où il est là. C'est ça l'idée. Notre référence, c'est quoi? Nous avons des corrompus. Et si tu ne donnes pas, on dit que non, il est en train de ramasser, il est en train de thésauriser l'argent qu'il est en train de prendre. Oui, oui. Et c'est l'idée qui est en train d'être développée. Pourquoi? Parce qu'il y a une véritable crise de conscience. Oui. C'est une crise de conscience à un degré inimaginable. Vous prenez les jeunes aujourd'hui, ce sont des jeunes qui sont exposés à des activités, et notamment quand il y a un groupement de partis politiques autour d'une activité bien précise, on les ramasse, c'est eux qu'on amène pour remplir comment on appelle ça, les palais, et tout ça là. C'est avec eux on va faire les déclarations au consort. Et dès qu'on finit, ils sont abandonnés. Alors que quand vous allez écouter tous les discours de ces bas mondes là, vous allez entendre de la bouche de ces hommes politiques pour dire que non, la jeunesse c'est notre priorité. Il n'en est jamais le cas. Pourtant, ils sont là à la tête des différentes formations politiques depuis des années. La vraie alternance qu'il faut développer, c'est cette alternance qui consiste avant tout, pas à la tête de l'État seulement, de la développer au niveau des partis politiques pour donner la chance aux jeunes de pouvoir être à la tête de ces partis politiques et voir de quoi est-ce que ces jeunes-là peuvent être capables. Vous voyez aujourd'hui au niveau de l'administration, tous ceux qui sont vieux là, ils ne veulent pas quitter. Et quand ils viennent pour vouloir apprendre, même c'est un problème pour toi. Oui. Même quand tu fais des stages, c'est un problème. C'est un problème, on ne veut pas que tu comprennes certaines boîtes. Parce qu'on considère que c'est des boîtes d'expérience. Les raisons sont multiples. Donc, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Oui. Oui. Donc moi je considère que les facteurs qui ont le plus agi, c'est surtout le problème d'éducation. La société a démissionné, la famille est absente de l'éducation de la jeunesse. Voilà, alors, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez à présent, vous êtes à votre émission Jeunesse Active. Aujourd'hui, nous parlons de la jeunesse nigérienne face aux maux, aux défis de la société. Alors, nous avons passé en revue les réalités actuelles auxquelles est exposée cette jeunesse nigérienne. Venons-en maintenant, proprement dit, au sujet en tant que tel, les maux de la société. Les mots face auxquels fait face la jeunesse nigérienne. Alors, les mots, il y en a plusieurs, on en a déjà parlé quelques-uns. On va mettre beaucoup l'accent sur la question de la tricherie aujourd'hui. La question de la tricherie dans le monde scolaire. C'est un sujet très important, on va revenir là-dessus. Alors, Boubacar, on va vous écouter par rapport à ça. Et parmi les mots, l'un des mots majeurs aujourd'hui, face auxquels fait face la jeunesse nigérienne, c'est la question de la tricherie. À tous les niveaux, les gens se plaignent. À tous les niveaux, on est unanime qu'il y a problème dans le monde scolaire. Votre avis par rapport à ça? Ok, merci. Mon avis par rapport à la tricherie, là il faut dire que la tricherie c'est quelque chose de mauvais. C'est vraiment mauvais en soi. Et c'est pas digne pour quelqu'un de s'adonner à cet acte pour pouvoir arriver à ses fins. C'est un acte qui est utilisé par les esprits, en tout cas entre guillemets malicieux, et qui ne veulent pas faire l'effort nécessaire, qui ne veulent pas fournir l'effort nécessaire. Et il faut l'effort. S'il n'y a pas l'effort, tu ne peux pas aller loin. Et avec la tricherie, malheureusement, même si tu arrives, puisque tu ne peux pas acquérir derrière des connaissances avec la tricherie, parce que là tu vas juste tricher pour pouvoir valider si c'est un module ou quelque chose, mais après ça va te rattraper malheureusement. Tu triches, mais devant, c'est les conséquences. Et moi je me dis, tout ceci, c'est les conséquences. D'abord, il faut diagnostiquer le problème. Qu'est-ce qui amène les jeunes à s'adonner à cet acte? Parce que tout celui qui fait la tricherie, c'est qu'il l'a appris quelque part. Il l'a appris soit au collège, soit au primaire, et qu'on l'a laissé et de le développer. S'il n'y a pas aussi
les sanctions, on ne sanctionne pas la personne. La société elle-même, peut-être, c'est elle qui... Puisque la tricherie, ça va aussi, c'est les mêmes mal, hein, les fraudes, la corruption. Vous voyez un peu, c'est une suite logique. Jusqu'à dans la vie professionnelle, en fait. Jusqu'à dans la vie professionnelle. C'est les mêmes personnes qui volent. La tricherie, c'est le vol, la réalité. Et quand dans une société où on applaudit les voleurs, mais c'est normal que le petit élève ou l'élève puisse s'adonner à cela parce qu'il voit que on est dans une société où c'est les voleurs. On est en train d'applaudir. Dans ce pays, nous tous, on sait combien de fois, sur combien de choses les gens sont en train de s'accuser qu'il y a eu des vols. Donc tu vois un peu, le mal c'est partout. C'est ça le problème. Donc c'est parce que dans ce pays, les gens n'ont pas de référentiel. Vous voyez un peu, c'est pour cela que tous ces problèmes nous arrivent. Et quand on ne fait pas le diagnostic, on va juste prendre l'élément, par exemple, tricherie. On dit, ah non, la tricherie c'est mauvais, il faut essayer de la combattre. Non, mais aller au niveau même de la fondation, qu'est-ce qui fait que les jeunes s'adonnent à la tricherie? C'est la facilité. Et aussi, il faut le dire, dans le système éducatif, parce que je suis sûr que c'est là où vous faites allusion. Et les enseignants, un enseignant qui est dans une classe qui a 60, 80 élèves, vous voyez un peu, il ne peut pas contrôler tout le monde. La surveillance, elle ne peut être que défectueuse. Et du moment où la surveillance est défectueuse, c'est normal qu'il ne puisse pas contrôler tous les faits et gestes de ses élèves. Vous voyez un peu. C'est ça le problème en réalité. Et le sureffectif des écoles, le sureffectif, et le fait que même à l'école, l'instruction civique, on l'a dit même la dernière fois, l'instruction civique, les enseignants l'ont dit, c'est pas dans le programme. Non, on va revenir sur cette question de la culture du cinéma. Alors, je ne vous coupe pas la parole. Avant de passer la parole aux camarades SGA, nous avons interrogé le chef de la scolarité de l'université, notamment la faculté des lettres. Et je pense que cette question, il s'est exprimé là-dessus. Je vous propose de l'écouter. Ensuite, on revient sur ce plateau. La tricherie par le système électronique qui est le téléphone d'abord. Les gens qui font filmer les cours pour ouvrir ça ensemble au cours des examens. Il y a d'autres qui portent les cours même pendant les examens. Il y a d'autres dont c'est plus flagrant. Donc c'est par téléphone qu'ils envoient le sujet à leurs collègues qui est en ville ou bien dehors pour qu'ils traitent et qu'ils le renvoient par message. Tout ceci on en a trouvé. Et d'autres, ça je crois que c'est nouvellement que nous avons vu ça avec les enfants du tronc commun, comme ils sont nombreux. Il y a d'autres qui viennent à la place de l'autre. Par exemple, si la personne a validé en première session et que l'autre n'a pas validé, on dira que laisse-moi, je te remplace. On en a vu aussi des cas pareils. C'est tellement flagrant que c'est toujours à les démasquer. Jusqu'à présent, même les filles avec les hijabs, j'en ai vu d'autres qui portent les documents dans leur hijab. Bien. C'est à l'instant le chef de la scolarité de la faculté des lettres de l'université de Niamey. Alors, et là, il s'agit d'un zoom que nous avons fait particulièrement sur le monde universitaire à cette question de la tricherie. Alors, si je reviens à vous, et vous êtes dans le monde universitaire, vous êtes avec les étudiants, vous êtes d'ailleurs étudiant, vous gérez les étudiants. Voilà un peu les propos de l'un des responsables de la scolarité des étudiants. Et quel commentaire cela suscite à vous? Oui, le commentaire que ça suscite à mon niveau, c'est que en réalité, le problème de tricherie, c'est un problème qu'il faut d'abord analyser sur plusieurs dimensions. La première dimension, c'est la dimension de l'enseignement, c'est-à-dire de l'enseignant lui-même. Un enseignant qui peut venir aujourd'hui à partir de 8h30, 9h, ça veut dire que lui-même il a triché. Il a triché. Et quand il va quitter, il va faire 2 heures ou 3 heures de temps. Mais sur le cahier, avec un autre étudiant, qui est le délégué des étudiants,
il va demander à ce comporte qu'il a fait 4 heures. C'est-à-dire que lui-même il a développé la vraie tricherie. Ce n'est pas une tricherie qui se trouve seulement au niveau des étudiants. Et c'est pourquoi ces jeunes-là, c'est ce que mon ami avait développé tout à l'heure. Nous n'avons pas de référence. Parce que la référence qu'on a, c'est une mauvaise référence. C'est ceux-là qui sont nos aînés, qui sont censés nous éduquer. Et ils ne se comportent pas de la façon dont ils peuvent nous éduquer des bonnes valeurs. Malheureusement, ce sont des contre-valeurs qu'on nous enseigne. Quelqu'un qui vient à partir de 9h pour vous dispenser un cours et dire que dans les cahiers, il est venu à 8h et il a fini à midi, alors qu'il ne va pas finir à midi. Il a triché. Donc, il donne l'occasion à l'étudiant lui aussi de pouvoir profiter pour poser les mêmes actes. Parce qu'il n'y a pas une source d'inspiration. La tricherie, la source fondamentale, c'est surtout ceux-là qui sont censés donner l'exemple. Un enseignant, il est censé donner l'exemple avant tout. C'est vrai, les étudiants, moi j'ai toujours fait partie de ceux qui ont développé et qui continuent à défendre la question de la quête de l'excellence. Parce que moi je ne pourrais jamais être fier, et ça au grand jamais, je ne pourrais jamais être fier d'avoir obtenu une note par tricherie. C'est mauvais. Parce que demain, tu peux être questionné par rapport à des questions. Ça là, tu as triché ça. Mais tu ne peux pas aujourd'hui, demain, défendre ton diplôme. Parce que ce n'est pas seulement le fait d'avoir un diplôme qui est plus intéressant. C'est surtout d'avoir les aptitudes nécessaires de pouvoir les défendre. Et tu ne peux pas défendre le diplôme tant que tu n'as pas eu l'occasion de pouvoir te livrer véritablement au travail pour lequel tu dois obtenir ce diplôme-là. Lorsque tu vas rester que c'est un voisin qui va t'aider, ou bien tu vas chercher à vouloir profiter d'une situation de cache-cache pour pouvoir arriver à une situation d'obtention du diplôme, c'est que sûr, tu vas toujours échouer, même dans la vie. Et c'est pourquoi vous voyez, même quand les gens quittent un niveau pour aller à un autre, ils pensent que là-bas aussi, ils peuvent utiliser une autre stratégie pour tricher. Et c'est ça le vérité. Il y a des voleurs partout. Il y a des voleurs partout. Parce que ceux qui trichent, ce sont des voleurs. Et ça là, c'est ce que j'ai dit. C'est malheureusement tout ce que nous inspirons en termes de contre-valeurs et qui peut être inculqué comme valeur, malheureusement, dans notre société. Et c'est ce que nos aînés sont en train de nous donner. Quand vous voyez un contenu qui est censé être enseigné aux étudiants, un enseignant qui est censé faire 60 heures de cours pendant un semestre bien précis, il vient, il fait 30 heures et il est payé pour avoir fait déjà 60 heures. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que les étudiants là, ils vont eux-mêmes prendre conscience que eux, ils doivent s'acquitter de leurs devoirs? Parce que celui qui est censé leur comprendre, voilà les devoirs, voilà vos droits, lui-même, il ne se conforme pas à ses devoirs. Et donc, la meilleure pédagogie, pour parler comme l'autre, comme les pédagogues, passe impérativement par l'exemple. Quand tu veux donner une belle pédagogie, une belle leçon à quelqu'un, il faut la manifester à travers tes comportements et tes attitudes. Bien, on le voit bien, et la responsabilité, elle est partagée. Les enseignants, ils en ont leur part. Les étudiants qui nous suivent, quel message avez-vous à leur donner par rapport à ce fléau de la tricherie? Non, moi, le conseil que j'ai à prodiguer vis-à-vis des étudiants, c'est de savoir que dans la vie, rien n'est facile. Il ne faut jamais te livrer à la recherche du gain facile, à la recherche de la facilité. La facilité, elle te rattrape, quel que soit le moment. Parce que tu peux être appelé à être un expert. Surtout connaissant bien les diplômes que tu as. Tu es un économiste, tu es un sociologue, tu es un psychologue, tu es un médecin, etc., etc. Tu peux être questionné par rapport à des questions bien précises. Et c'est très facile de pouvoir te détecter. Il y a beaucoup, parce qu'ils ont passé par la tricherie, quand il y a des tests, ils ont du mal à pouvoir passer. Parce que là-bas, c'est la rigueur. Mais aujourd'hui, c'est que le problème, c'est que nous ne mettons pas la rigueur sur nous-mêmes. Et il faudrait que nous fassions violence sur nous, en mettant toutes les dispositions qu'il faut pour que la rigueur soit notre credo. Quand nous faisons de la rigueur notre credo, eh bien, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les vicissitudes, nous pouvons les surmonter et que nous puissions avoir les atouts nécessaires pour pouvoir réussir. Ok, merci. On a compris le message, la rigueur, le sérieux dans le travail. Alors, Boubacar, je reviens à vous. L'un des mots également, c'est la question de l'inculture. L'inculture,
la recherche de l'excellence qu'on constate qui n'est pas présente chez le scolaire nigérien de façon générale. Et je pense que là, c'est un problème, c'est un mal qu'on peut constater aujourd'hui parmi les mots face auxquels la jeunesse nigérienne est confrontée. Et qu'est-ce que vous en dites? La question de l'inculture. Oui, là aussi, c'est un autre mal qu'il faut essayer de corriger et à travers toujours, comme l'a dit le camarade SG, par la formation. C'est clair. Et aujourd'hui, quand vous prenez... Bon, avant, on te donne une bibliographie, te dit, bon, pour l'année, quand tu es un élève de seconde, primaire, terminale, pour l'année, voilà les livres qu'il faut lire, en tout cas pour te cultiver toi-même. On le fait sans problème. Mais aujourd'hui, vous voyez un peu, quels sont le nombre des élèves qui partent en tout cas au niveau des bibliothèques pour se ressourcer. Parce que c'est important. Est-ce qu'on fait cela? Je me dis, le nombre en tout cas est en baisse, c'est clair. Les enseignants le savent. Et qu'est-ce qu'on est en train de proposer à la jeunesse? Et ça aussi, c'est le problème de l'Internet. Ça joue un jeu, effectivement. On voit un peu. Aujourd'hui, au lieu de lire, tu passes tout ton temps sur Facebook, sur WhatsApp, les réseaux sociaux. On voit un peu. Et là-bas, tu ne peux pas te cultiver, c'est pas possible. La vraie science se trouve dans les livres, c'est clair. L'autre, c'est vrai, ça te donne une ouverture quand tu fais des recherches, effectivement. Mais la vraie science, c'est les bibliothèques. C'est vrai, il faut numériser. Et quand on dit numériser aussi, on ne parle pas des réseaux sociaux en réalité. Mais là, c'est la science dont nous, on n'a pas les livres comme ça, mais qu'on peut le trouver au niveau de ces bibliothèques numériques. Et on peut travailler avec ça sans problème. Bien, je vous rappelle au passage que le numéro prochain, il sera question de la lecture. Alors, venons-en au défi. Le défi, l'un des premiers défis, c'est la question du civisme, la culture du civisme chez la jeunesse nigérienne. Cela est un débat aussi. Oui, le civisme, pour moi, même pas seulement pour la jeunesse nigérienne, mais pour tout le peuple, en tout cas toute la population nigérienne. D'abord, il faut le dire, le civisme, c'est le dévouement, l'attachement à la cité. Et le fait d'assumer ses devoirs avant de réclamer toujours ses droits. Bon, maintenant, quand on prend le Nigérien, là, on est as. On est vraiment as, on ne veut pas sincèrement assumer d'abord nos droits, du moins nos devoirs, mais on réclame toujours nos droits. Ça vraiment c'est général au Niger. Et quand on prend aujourd'hui cette jeunesse nigérienne, moi je me dis que c'est toujours le problème le fait que la transmission n'a pas été bien faite, qu'on ne nous a pas inculqué des valeurs aussi fortes, puisque avant même de parler de patriotisme, c'est le civisme. Donc, vous voyez un peu. Moi, je veux même dire, je l'ai dit l'autre fois, moi, je pense que dans ce pays, il faut même la formation militaire, comme on le dit. Pour tout le monde, il le faut. C'est important. Il faut qu'on nous imbibe dans ce truc. Que tous les Nigériens, qu'on soit un même tissu. Et ces valeurs, tu ne peux les avoir, les valeurs de solidarité, le fait de compter sur l'autre, le fait que je me dis, avant mes droits, j'ai des devoirs, je devrais faire cela. Quand je vois le mal, je devrais le combattre. Comme le camarade qu'elle l'a dit, avant dans la société, le voisin peut corriger l'enfant de l'autre, mais maintenant ça ne se fait pas. Quand tu essaies de corriger l'enfant de ton voisin, vous allez vous engueuler pour rien du tout. Voilà un peu. Donc on a perdu ce genre de choses. Et tout ceci rentre dans le civisme. Ça rentre dans le civisme. Quand tu vois le mal, il faut le combattre. Quand tu vois des enfants qui sont en train de jeter des pierres, ils peuvent blesser un passant ou bien faire des dégâts sur un véhicule ou autre chose, tu vas les interdire de cela. Mais maintenant quand tu fais ça, le parent va rentrer entre toi. Tu vois un peu, c'est ça le problème aujourd'hui. Par rapport à cette question de civisme, il y a des valeurs qu'il faut tout de suite voir. La question du patriotisme, l'attachement aux valeurs de l'État, le respect du bien public. Est-ce que quand on vous demande, question toute simple, la jeunesse nigérienne a-t-elle ces valeurs aujourd'hui? Moi, j'allais dire oui et non. Pourquoi je vais dire oui? Parce qu'il y a une jeunesse, effectivement, qui a compris cela. Il y a une jeunesse qui a compris cela. Mais maintenant, la majeure partie de cette jeunesse n'a pas compris cela. Ça, il faut le dire. La majeure partie de la jeunesse n'a pas compris cela. Mais il faut dire que le Nigérien, c'est quelqu'un qui, effectivement, a l'amour
de sa patrie. Quand il dit le Niger, tout le monde, on l'a vu, quand il y a le football, le MENA, tout le monde est derrière. L'équipe met la voix un peu. Il y a des questions, il y a des grandes questions qui peuvent unir, en tout cas, les jeunes Nigériens. Et il y a des questions parce que on n'a pas été bien formé, on n'est pas bien outillé. Vous voyez un peu les jeunes, ils voient que ça ne les regarde pas. Pourtant, c'est eux l'avenir. D'ailleurs, même c'est l'avenir qui est comme ça. Oui. Vous voyez un peu. Moi, c'est ce que je pense. Bien, est-ce que je reviens à vous? La culture du civisme chez la jeunesse nigérienne est-elle présente selon vous? Oui, moi je pense que d'abord c'est un travail de longue haleine. De longue haleine, bien sûr. Inculquer des valeurs de civisme, de patriotisme, c'est un travail vraiment qui doit s'inscrire dans une durée bien déterminée. Aujourd'hui, au vu des comportements des jeunes, moi je ne suis pas de ceux qui pensent que, en tout cas, la jeunesse, elle n'est pas trop cultivée du point de vue du civisme. Elle est bel et bien cultivée, mais seulement il y a certains comportements qui l'amènent à poser certains actes. Je vais vous dire, je vais revenir d'abord par rapport à un cas que vous avez évoqué tout à l'heure, notamment la question de la recherche, la question de la culture, tout ça là. Et je me souviens, nous étions en 2e année. Il y avait un camarade avec qui on ne partage pas la même section, on ne partage pas la même faculté. Il me disait qu'il a eu une note minable. Et il était parti pour faire la réclamation chez son enseignant qui était un professeur. Et quand il est parti faire la réclamation, c'est quoi son problème? Il a commis le tort d'avoir modifié quelque part là où le professeur a écrit. Quand il a écrit, il faut écrire ça de façon intacte. Et le professeur lui dit qu'on ne corrige pas un professeur. Donc, ça veut dire qu'on ne l'encourage pas à aller faire des recherches. Lui, il a fait des recherches. Au-delà de ce que le professeur avait donné dans le contenu du fascicule, il a donné d'autres versions qu'il a eu à faire des recherches là-dessus. Et quand il est venu, on l'a découragé. Donc maintenant, on veut qu'il soit juste un carriériste plat et aveugle, qui consomme tout simplement ce qu'on lui donne comme fascicule. C'est tout. Et qu'il vienne les déverser comme tel. On ne demande pas à ce qu'il aille dans les bibliothèques pour faire des recherches. Donc vous voyez, malheureusement, c'est ça un peu... mais en ce qui concerne la question du civisme, je vais vous donner quelques exemples palpables. Il y a tout récemment des manifestations qui ont été organisées un peu partout. Et cela démontre clairement que les étudiants, les scolaires de façon générale, ont atteint un degré de prise de conscience. Depuis un certain moment, vous n'entendez pas dire que ce sont les étudiants qui sont en train de faire des casses par-ci par-là. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience progressive qui est en train de s'installer dans la mémoire des étudiants. Ce n'est pas ceux-là. Pourtant, c'est nos aînés qui ont développé ça. Exactement. C'était eux qui ont développé ça. Pour faire des manifestations, il faut prendre toutes les dispositions pouvant être à mesure de pouvoir faire des casses. Il faut casser les biens publics pour faire mal à l'État. Alors que l'État, c'est nous tous. Les biens publics, ça nous appartient tous. C'est les mêmes ressources qui sont mobilisées auprès de nos parents qu'on va utiliser pour réfectionner ces infrastructures-là qu'on avait gâtées lors d'une manifestation. Et c'est là où, au passage, il faut saluer l'Union actuellement. Même dans les nouvelles méthodes de revendication, on le voit, les pneus sont plus brûlés sur le goudron. Et un peu, c'est ces valeurs-là qu'il faut, en fait. Je salue pas ça vraiment. Donc, vous voyez, à un moment donné, nous avions fait un sitting au niveau du ministère des enseignements supérieurs pour réclamer nos droits. Quand on était parti au niveau du ministère des enseignements supérieurs, on était là, on a passé toute la journée là-bas. À partir de 9h jusqu'à 17h, nous étions là-bas. On a mangé là-bas. Il y avait des sachets Piauta qu'on avait mobilisés. Et les agents du ministère pensaient que bon, on va laisser l'espace même très sale. Quand ils sont revenus le matin, ils ont trouvé l'espace très propre. On a balayé avant de quitter. Et vous voyez, même les manifestations qui sont organisées, la fois passée, on a fait une manifestation. Mais quand on est sorti, aucun bien public n'a été touché. Il y avait des forces de l'ordre. On n'a touché à personne. On n'a touché à personne. Jusqu'à ce que nous partions et que nous revenions dans la responsabilité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Et hier même, les étudiants professionnels étaient sortis. Il n'y avait pas eu de casse. Il n'y avait pas eu de casse. Alors qu'il y avait des forces de l'ordre qui ont été mobilisées.
Si les étudiants étaient inscrits dans la perspective de pouvoir les provoquer, certainement, ils vont encourager à ce qu'il y ait la casse. Là, c'est des valeurs qu'il faut Donc, davantage ce sont des valeurs qu'il faut davantage encourager, qu'il faut davantage développer chez les jeunes, à travers, effectivement, un travail de prise de conscience, à travers des cadres comme ces genres de cadres-là, à travers aussi la formation. Il faut avoir des modules qui peuvent être de nature à donner l'amour de la patrie, la jalousie pour certaines valeurs. Pour l'étudiant, pour les scolaires de façon générale. Et là, il a évoqué un cas, parce que vous l'avez dit, c'est un travail de longue haleine. Ça veut dire que c'est une formation qui devait se faire dès le bas âge. Aujourd'hui, quand on prend le programme de formation dans le système éducatif, c'est un programme qui est absent aujourd'hui. Aujourd'hui, les scolaires de façon générale, les valeurs de la République, notamment l'emblème, l'hymne national, les gens l'ignorent de façon générale les scolaires. Et je pense que là, c'est une responsabilité qu'il faut revoir dès la base, notamment les autorités dans le système, dans la planification du programme de l'éducation. Il faut réintégrer ces valeurs-là pour permettre à cette jeunesse-là de s'imprégner de ces valeurs républicaines, de ces valeurs civiques-là également. Et on va avancer. L'autre défi, c'est le défi de la formation, l'esprit d'initiative. Oui. Le défi de la formation, c'est ça, c'est vraiment un sujet d'actualité. Aujourd'hui, moi, je me dis, il y a une inadéquation entre les besoins et ce que, en tout cas, on est en train d'offrir. L'offre est là, mais les besoins. On voit un peu, nous, aujourd'hui, notre université, et ce qu'on offre, c'est plus de la recherche. Vous voyez un peu, c'est plus vers la recherche. Et quand on te forme pour la recherche, quelqu'un qui a une licence de recherche, que ce soit en biologie, en géologie, autre, mais quand il sort un peu, voit un peu au niveau professionnel, il ne peut pas s'insérer. Malheureusement, c'est ça. Donc, il faut essayer de voir comment professionnaliser, rendre professionnalisante, en tout cas, beaucoup de filières. Et là, ça, c'est les mêmes défis qui s'offrent à presque tous nos pays africains. Et le Niger aussi ne fait pas l'exception. C'est clair, la formation, le défi est là, il est majeur. Il faut que les autorités politiques, en tout cas, s'asseyent avec tous les acteurs. Parce que c'est quoi le problème dans ce pays? On décide pour toi. Quand quelqu'un décide pour toi, les gens ils pensent là-bas. On n'a pas, c'est pas les mêmes générations. On est maintenant à une autre génération. Cette génération, il faut l'impliquer dans tout ce qu'on veut faire pour elle. Vous voyez un peu, il faut l'impliquer. On est de la mondialisation, mais il faut savoir préserver beaucoup de choses. Et il faut faire en sorte que, effectivement, qu'il y ait l'adéquation entre l'offre et les besoins. C'est clair. Bien. À ce niveau, nous avons interrogé quelques jeunes qui proposent des solutions par rapport à ces défis-là. Nous allons les écouter rapidement. Souvent, la solution, c'est de créer toutes les conditions pour revoir le système éducatif nigérien. Parce que c'est le système éducatif nigérien qui est raté à la base. Et c'est parce que ce système éducatif nigérien est raté à la base que ça engendre tous ces problèmes-là. Donc il faut retourner à la source pour redonner un système éducatif nigérien digne de ce nom. Pour moi, c'est la seule solution possible. La jeunesse ramasse de l'éducation dans la société et cette éducation de la société, elle ne donne pas, comment dirais-je, un goût favorable au développement moral de cette jeunesse. La moralité de la jeunesse, elle est détruite. Elle est détruite pourquoi? Parce que aujourd'hui, le jeune, il n'a aucune valeur morale en lui qui l'empêche de voler, qui l'empêche de tricher, qui l'empêche de corrompre. Il y a la corruption, il y a la fraude à tort et à travers. Aujourd'hui, ce niveau intellectuel, parce que nous avons un vide intellectuel qui est là. La jeunesse, elle n'a pas de connaissances. La jeunesse ne cherche pas à apprendre. Parce que la jeunesse n'apprend pas d'office, elle est une jeunesse consommatrice de tout ce qui lui vient de l'étranger. Lui, la famille doit prendre sa responsabilité en main. La famille doit prendre sa responsabilité en main pour éduquer ses enfants. Elle doit prendre sa responsabilité en main pour comprendre que l'essentiel, ce n'est pas d'avoir des enfants. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir des jeunes. Mais le plus important, c'est de les former. Le plus important, c'est de les éduquer. Le plus important, c'est de les conduire vers les valeurs sociales, vers des valeurs morales qui seront utiles pour la société et pour toute la communauté. Revenir à l'origine aujourd'hui, c'est d'introduire dans notre système éducatif. Dans notre système éducatif, les enseignements pédagogiques permettant à la jeunesse d'apprendre le civisme, le patriotisme permettant à la jeunesse d'apprendre le moral. Parce qu'aujourd'hui,
vous allez constater que dans le système éducatif, il n'y a pas ces enseignements. Le programme n'est pas contrôlé. On ne sait pas qu'est-ce qu'on enseigne, pour quel but on l'enseigne. On n'a pas un objectif donné pour quel objectif l'État est en train de poursuivre l'éducation de ses enfants du niveau primaire jusqu'au niveau universitaire. Pour moi, la solution, c'est de créer toutes les conditions pour revoir le système éducatif nigérien. Parce que c'est le système éducatif nigérien qui est raté à la base. Et c'est parce que ce système éducatif nigérien est raté à la base que ça agite tous ces problèmes-là. Donc il faut retourner à la source. SG, rapidement, le temps qui nous est imparti tire à sa fin. On vient d'écouter les jeunes. Alors, selon vous, quelle jeunesse d'aujourd'hui pour quel Niger de demain? Rapidement, SG. Je pense que la jeunesse d'aujourd'hui doit d'abord prendre conscience qu'il ne revient pas à certains qui sont considérés comme nos aînés d'être notre source d'inspiration, qui ont échoué de leur éducation. S'ils ont échoué de leur éducation, nous ne devons pas les prendre comme étant la référence, comme étant la source d'inspiration. Il faudrait que nous nous inspirons des valeurs les vraies, les valeurs d'intégrité, les valeurs de travail, les valeurs notamment de travail surtout bien fait. Donc nous avons une obligation d'apprendre, mais pas d'apprendre seulement, mais de bien apprendre. Parce qu'aujourd'hui notre société elle a besoin de nous. Quels que soient les domaines dans lesquels nous sommes, quels que soient les niveaux dans lesquels nous sommes, nous devons savoir que notre société a besoin de nous. Et elle a besoin de cette connaissance que nous sommes en train d'apprendre. Et les défis auxquels nous devons faire face et qui doit être notre pierre de lance, c'est ces défis de pouvoir revoir le curricula d'enseignement au Niger. Si aujourd'hui on arrive à créer les conditions d'adapter les curricula d'enseignement avec les besoins de notre société, certainement nous aurons une société qui peut être beaucoup plus adaptée et qui peut être à mesure de vouloir aspirer à un développement. Mais lorsque toujours nous formons les jeunes dans un niveau bien précis, avec une société, avec son besoin autre que ça, c'est qui est sûr, nous allons toujours vouer à l'échec. On ne souhaite pas aller vers l'échec. Nous souhaiterions à ce que cette société nigérienne-là puisse aller de l'avant. Nous souhaiterions à ce que la morale sociale puisse guider l'orientation des jeunes et de façon générale pour toute la population nigérienne. Donc votre modèle a fait les responsabilités, les structures, les jeunes, l'État. Quelle est la responsabilité face à tous ces défis? Moi, je pense que l'État a une obligation d'encadrement, mais surtout une obligation des moyens. L'obligation des résultats revient à notre niveau. Si on nous donne les moyens nécessaires, par exemple, on crée les conditions à ce que l'école puisse être gratuite à un certain degré, on donne l'opportunité aux jeunes d'avoir des infrastructures académiques pour pouvoir étudier, on leur donne l'occasion de pouvoir avoir la bourse pour pouvoir étudier, mais ils n'ont aucune raison de ne pas réussir, parce que vous avez toutes les conditions nécessaires qui sont là, qui sont réunies. Ceux-là qui sont là, qui sont aujourd'hui perchés à la tête de l'État, et d'autres qui sont là, qui sont à la quête de ce pouvoir-là, ils ont bénéficié de ça. Et c'est pourquoi, à un certain degré, ils ont réussi, à un certain degré, mais seulement ils n'ont pas réussi à pouvoir éduquer. Ça, c'est un aspect. Un deuxième aspect, par rapport aux responsabilités de nous autres, c'est de savoir que notre responsabilité, c'est de réussir et non d'échouer. En tant que jeunes. Parce que l'avenir de ces pays-là nous appartient. Sinon, le Niger d'aujourd'hui nous appartient. Il faudrait que nous créions les conditions de partir vers l'esprit d'initiative. Il ne faut pas tout simplement penser que c'est l'État seulement qui peut faire quelque chose pour toi. Aujourd'hui, dès que vous voyez un jeune qui part à l'université ou qui part avoir un diplôme, dès qu'il obtient ce diplôme-là, la première réflexion, son premier réflexe qu'il va avoir dans la tête, c'est que l'État est là pour les recruter. Alors que l'État ne peut plus recruter tout le monde. Il faut que nous ayons l'idée d'initiative. Il faudrait que nous ayons l'idée de pouvoir créer, de pouvoir entreprendre. Parce que tous les pays qui se sont développés, nous avons eu à le constater, c'était grâce à des esprits d'initiative. C'est grâce à des innovations qui sont quand même le soubassement de toutes ressources du développement. Donc pour les structures, moi je pense que les structures doivent continuer à sensibiliser et à éduquer les jeunes pour un encadrement efficace et pertinent. Merci. Votre modèle a fait responsabilité, l'État, les jeunes, les structures. Quelle est la responsabilité de chaque acteur? La responsabilité de chaque acteur, très rapidement. Et par rapport à l'État, moi c'est vraiment une actualité, la loi de finances 2018. On a vu
au lieu d'accorder les 25% effectivement dans le budget national pour l'éducation, on a vu, c'est plutôt l'armée. Certes, on fait face à l'insécurité, c'est clair, mais c'est du côté de la présidence que, en tout cas, la part la plus importante se trouve. Voir un peu l'éducation est délaissée. C'est en ce sens, moi, je me pose une grosse interrogation, là où Joseph Kizerbo dit « éduquer ou périr ». Alors, dans notre contexte, on n'est pas en train d'éduquer, mais on appuie le chemin du périssement, du périr. Mais nous, on est là, les jeunes, à travers nos associations pour prendre, en tout cas, pour répondre au niveau, en tout cas, des structures des jeunes. Les structures des jeunes sont là, ils sont à l'avant-garde pour empêcher, en tout cas, à tous ces esprits qui veulent liquider le système éducatif nigérien. Et on va répondre, on va essayer de sensibiliser et de mobiliser nos camarades pour qu'ils puissent comprendre pourquoi on est en train de faire ce combat. Parce que ce combat, il est noble. Une nation ne pourra jamais, au grand jamais, prospérer, se développer sans sa jeunesse. Et quand sa jeunesse est délaissée, quand la jeunesse, effectivement, fait face à un manque d'équipement technique, une inadéquation pour, en tout cas, mettre la jeunesse dans les conditions, effectivement, pour absorber toute cette jeunesse, vous voyez un peu, on ne peut aller nulle part. Cela reviendra aux syndicats, aux organisations des sociétés civiles qui, pour moi, devront être indépendants de l'État et des institutions pour pouvoir, effectivement, défendre les intérêts de ces populations, mais ne pas collaborer avec elles pour encore nuire davantage aux intérêts de cette jeunesse et de la population nigérienne de façon générale. Très bien. Alors, chers téléspectateurs, nous sommes malheureusement, on va le dire, au thème du temps qui nous est imparti. On aurait bien voulu continuer ce débat. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous remercions également nos invités qui ont bien accepté, malgré le délai très bref de préparation de cette émission, qui ont bien accepté de répondre à notre invitation et puisse Allah vous récompenser pour tous ces efforts. Merci, chers téléspectateurs, et je vous demande de rester câblés sur les programmes de la radio et télévision Bonfiré. Rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une autre thématique, Inch'Allah. Merci bien, d'ici là, portez-vous bien. Avec le même plaisir, nous serons là vendredi prochain pour vous servir. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.